En 1879, alors que la Troisième République s'installe durablement et que l'industrialisation commence à redessiner les paysages urbains, une institution demeure le pilier inébranlable de la société française, la boulangerie. Pour comprendre le fonctionnement d'une boulangerie à cette époque, il faut oublier l'image aseptisée des fournils modernes. En cette fin de 19e siècle, le pain n'est pas un simple accompagnement. Il constitue la base absolue de l'alimentation, la source principale d'énergie pour l'ouvrier comme pour le paysan. Le Français moyen consomme près de 600 grammes de pain par jour et pour les travailleurs de force, ce chiffre peut monter jusqu'à 1 kg. La boulangerie est donc un lieu stratégique, surveillé par les autorités, et une usine de production intense qui ne dort presque jamais. La vie de la boulangerie commence bien avant l'aube, au cœur de la nuit. Souvent, le fournil est situé en sous-sol, dans une cave voûtée, ou dans une arrière-boutique sombre donnant sur une cour. L'air y est chaud, lourd, saturé de poussière de farine qui blanchit les cils et les sourcils des hommes qui y travaillent. L'éclairage est faible. En 1879, l'électricité est encore une curiosité rare. On s'éclaire au gaz, dont le sifflement accompagne le travail, ou, dans les provinces plus reculées, à la lampe à huile. Ces flammes nues dans une atmosphère chargée de particules inflammables représentent un danger constant. Mais elles projettent les ombres mouvantes des mitrons sur les murs de pierre. Le maître des lieux, le boulanger, assisté de ses ouvriers appelés les geindres, entame son labeur vers minuit ou 1h du matin. Le terme « geindre » est évocateur. Il vient du bruit, sorte de plainte rythmique, que l'homme laisse échapper de sa poitrine à chaque effort lors du pétrissage. Car en 1879, la mécanisation est encore balbutiante. Si quelques pétrins mécaniques commencent à apparaître dans les très grandes boulangeries industrielles, l'immense majorité des artisans français pétrissent encore à la main, ou plutôt à bras le corps. Le pétrissage est une épreuve physique d'une violence contenue. Dans le pétrin, un grand coffre de bois de chêne ou de hêtre, le boulanger verse la farine, l'eau et le levain. Le levain, cette pâte fermentée conservée de la fournée précédente, est l'âme du pain de l'époque. La levure industrielle existe, mais son usage n'est pas encore systématique pour le pain courant. Le goût acidulé du levain est la norme. L'ouvrier, souvent torse nu ou vêtu d'un simple tricot de corps à cause de la chaleur étouffante, plonge ses bras dans la masse. Il soulève, rabat et frappe la pâte. C'est un combat qui dure des heures. Il faut aérer la pâte, lui donner du corps, s'assurer que l'hydratation est homogène. La sueur perle sur les fronts et inévitablement se mêle parfois à l'ouvrage, ajoutant une note saline que l'on considère comme faisant partie du métier. Pendant que la pâte repose lors du pointage, une étape cruciale où la fermentation commence à créer les alvéoles, l'attention se tourne vers le four. C'est une construction massive en briques réfractaires, occupant tout un pan de mur. En 1879, on chauffe majoritairement au bois, parfois au charbon dans les grandes villes où le stockage du bois est difficile. Le chauffage est direct. On brûle le combustible à l'intérieur même de la chambre de cuisson. Il faut savoir disposer les fagots, maîtriser le tirage pour que la voûte du four accumule la chaleur. Une fois la température atteinte, on retire les braises avec un rable, une longue perche de fer, et on nettoie la sole du four avec un écouvillon, un chiffon mouillé fixé au bout d'un bâton. La chaleur qui s'en dégage est infernale, et les boulangers ont souvent les jambes marbrées par l'exposition répétée au feu. Vient ensuite le moment du façonnage. Sur le tour, une grande table en bois patiné par des décennies d'usage, on découpe la pâte. Les formes de 1879 ne sont pas tout à fait celles d'aujourd'hui. La baguette fine et croustillante est rare. On privilégie les gros pains de garde, les miches rondes de 2 livres ou de 4 livres, le pain fendu ou le pain long. Ces formats permettent au pain de se conserver plusieurs jours, une nécessité pour les familles modestes qui n'achètent pas du pain frais quotidiennement. On pèse chaque pâton avec précision car la loi est stricte. La vente du pain se fait au poids, et non à la pièce. Une miche trop légère peut valoir une amende au boulanger, qui ajoute souvent un petit morceau de pâte supplémentaire, la broigne, pour faire le compte si nécessaire. L'enfournement est un balai précis. À l'aide de la pelle en bois à très long manche, le boulanger dépose les pains un à un dans la profondeur du four. Il doit mémoriser l'emplacement de chacun, car ceux du fond cuiront plus vite. Il n'y a pas de minuterie, pas de thermomètre à cadran. Le boulanger juge la cuisson à l'œil, à la couleur de la croûte et à l'odeur. Il tapote le dessous du pain. S'il sonne creux, il est cuit. Tandis que la première fournée dort, l'aube commence à poindre. C'est l'heure où la boutique s'éveille. Contrairement aux fournils souterrains et enfumés, la boutique est la vitrine de la respectabilité. Souvent gérée par l'épouse du boulanger, la boulangère, elle est conçue pour attirer l'œil. Le sol est souvent carrelé. Les comptoirs sont en marbre ou en zinc. Et des miroirs au mur agrandissent l'espace, tout en reflétant l'abondance des produits. On y trouve des étagères en bois tourné ou en fer forgé, où les pains sont alignés debout,
par taille et par qualité. La hiérarchie sociale se lit dans le pain. Il y a le pain blanc, fait de farine pure, bleuté finement, réservé aux bourgeois et aux jours de fête. Il y a le pain bis, plus gris, contenant une partie de l'enveloppe du grain, moins cher et consommé par les employés. Et il y a parfois encore le pain de seigle ou de métaille pour les plus pauvres. En 1879, la distinction s'estompe peu à peu grâce au progrès de la meunerie, mais le pain blanc reste un marqueur de statut. Dès 6 heures du matin, les premiers clients arrivent. Ce sont souvent des domestiques, des bonnes en tablier blanc venus chercher le pain frais pour le petit déjeuner de leur maître, ou des ouvriers prenant un morceau de pain sur le chemin de l'usine. La transaction est rapide. Le pain est pesé sur une balance à plateau de cuivre, objet central du comptoir. On ne paie pas toujours comptant. Le crédit est une pratique courante et nécessaire. Pour les clients réguliers, on utilise parfois encore la taille, un bâton de bois fendu en deux dans le sens de la longueur. Le boulanger garde une moitié, le client l'autre. À chaque achat, on assemble les deux morceaux et on fait une encoche à la lime. C'est un système infalsifiable qui matérialise la dette. Dans les villes plus modernes, ce système archaïque est remplacé par le carnet de crédit, où la boulangère inscrit les sommes à la plume. La distribution ne se limite pas à la boutique. Une figure emblématique de l'époque sillonne les rues, la porteuse de pain. Ces femmes, robustes et infatigables, chargent dès le matin de grands paniers d'osier ou des hottes remplies de miches. Elles effectuent leur tournée, montant les étages des immeubles pour livrer à domicile. Elles sont les agents de liaison du quartier, connaissant les secrets de chaque palier. Dans les restaurants et les pensions, c'est le chasseur de la boulangerie qui livre avec une charrette à bras ou une voiture à cheval pour les plus gros établissements. Vers midi, l'activité de vente connaît un second pic, mais au fournil, le rythme ralentit à peine. Il faut préparer les fournées de l'après-midi, nettoyer les ustensiles et surtout, préparer le levain pour le lendemain. C'est un cycle sans fin. Le levain est une matière vivante qu'il faut rafraîchir, en lui ajoutant de l'eau et de la farine pour qu'il ne meure pas. Le boulanger est esclave de cette fermentation. Il ne peut pas fermer boutique 2 jours de suite, sans risquer de perdre sa souche de levain. Les conditions de vie des ouvriers boulangers en 1879 sont rudes. Beaucoup sont logés sur place, dormant parfois au-dessus du fournil pour profiter de la chaleur en hiver, ou dans des soupentes poussiéreuses. Ils sont souvent jeunes, venus de la campagne pour apprendre le métier. Le compagnonnage est encore fort. Les savoir-faire se transmettent par le geste et l'observation. On apprend à reconnaître la qualité d'une farine au toucher, à anticiper les caprices de la météo qui influent sur la levée de la pâte. Un temps orageux peut faire tourner le levain. Un temps froid le ralentit. L'hygiène, selon nos critères modernes, laisserait à désirer. Les chats circulent librement dans le fournil pour chasser les souris attirées par les sacs de grains. L'eau utilisée vient souvent d'un puits dans la cour ou d'une borne fontaine de la rue. Pourtant, le pain sort du four stérile, purifié par le feu, et il est considéré comme l'aliment sain par excellence. La boulangerie propose aussi d'autres services. Dans les campagnes et même dans certains quartiers populaires, il n'est pas rare que les ménagères apportent leurs propres plats, terrines, rôtis, gratins, pour les faire cuire dans le four du boulanger une fois le pain retiré. La chaleur tombante du four est idéale pour les cuissons lentes. C'est un service souvent rendu gratuitement ou pour quelques sous, qui renforce le rôle social du lieu. Le dimanche, on y apporte la tourte ou le gâteau familial. En cette année 1879, la boulangerie commence aussi à se diversifier timidement. La viennoiserie, importée d'Autriche quelques décennies plus tôt, commence à se populariser à Paris, bien qu'elle reste un produit de luxe. On voit apparaître le pain viennois, plus long, plus doux, enrichi d'un peu de lait ou de beurre. Mais pour l'essentiel, la production reste concentrée sur le pain de subsistance. L'aspect économique est tendu. Le prix du pain a été libéralisé en 1863, mettant fin à des siècles de taxation rigide, mais en pratique, les autorités surveillent toujours les tarifs de très près. Une hausse brutale du prix du pain est historiquement le détonateur des émeutes. Le boulanger doit donc naviguer entre le coût variable du blé, qui dépend des récoltes, et la capacité de paiement de sa clientèle. Il est une figure respectée mais parfois soupçonnée de s'enrichir sur le dos du peuple, une réputation qui date des temps de disette. Le soir venu, alors que la ville ralentit, la boutique ferme ses volets de bois ou sa grille de fer. Les comptes sont faits à la lueur de la lampe. La recette du jour, constituée d'une montagne de pièces de monnaie en cuivre et en argent, est rangée dans le coffre. Mais dans le sous-sol, le calme est de courte durée. Les mitrons préparent déjà le bois pour la nuit suivante. Ils tamisent la farine pour en ôter les impuretés éventuelles. Le cycle de la pâte, qui demande de longues heures de fermentation, impose sa loi. Dormir est un luxe que le boulanger prend par tranche. Il fait la sieste l'après-midi ou dort quelques heures en début de soirée avant de redescendre dans l'enfer blanc du fournil. Cette privation chronique de sommeil marque les visages.
Les boulangers de 1879 ont souvent le teint pâle, non seulement à cause de la farine, mais parce qu'ils vivent à contretemps du soleil. Cette boulangerie de 1879 est un monde de sensations brutes. La rugosité des sacs de toile de jute, le gluant de la pâte, la brûlure du four, l'odeur aigrelette du levain qui fermente et celle rassurante et universelle du pain chaud qui envahit la rue au petit matin. C'est une industrie de proximité entièrement manuelle, qui repose sur la force musculaire et l'expérience empirique. Elle est le maillon essentiel qui relie la terre des campagnes, productrice de blé, à la ville affamée. Chaque miche vendue est le résultat d'une alchimie complexe entre le grain, l'eau, le feu et la sueur des hommes. Un miracle quotidien qui permet à la France de la fin du 19e siècle de tenir debout et d'avancer vers la modernité.